Ah oui, on parle d'endométriose ce matin, une maladie décrite pour la première fois en 1855. Cela fait donc plus de 150 ans qu'elle est clairement identifiée par la médecine. Or, encore aujourd'hui, la prise en charge des malades reste difficile, pour ne pas dire inexistante dans certains cas. Errance diagnostique, impact sur la vie professionnelle, retard dans la recherche, manque de connaissances et de reconnaissance. Car le fameux « c'est normal d'avoir mal pendant vos règles », voire même « vous n'avez pas vraiment de douleur », tout ça se passe dans votre tête, sont des phrases qui reviennent encore trop souvent. Les témoignages de ce genre se comptent par milliers, voire plus, car rappelons les chiffres, une femme sur 10 en âge de procréer est diagnostiquée, soit environ 2 millions de personnes partout en France. Une semaine de sensibilisation à l'endométriose sera organisée la semaine prochaine. Pour en parler, Mégane Rancé est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mégane Rancé, vous êtes la vice-présidente de Endo Amazon. Donc c'est une association créée en 2021 pour faire connaître l'endométriose sur le territoire, mais aussi accompagner les femmes qui sont touchées par la maladie. Est-ce que, et on va commencer déjà par ce point-là, est-ce que c'est encore une maladie invisible, j'ai envie de dire, Mégane Rancé, ou bien vous constatez quand même une avancée peu à peu, rien que déjà dans le fait d'en parler autour de vous? Alors effectivement, c'est toujours une maladie invisible parce que ça ne se voit pas qu'on est malade, qu'on est atteint d'endométriose. Pour autant, c'est vrai que ces dernières années, on en parle de plus en plus. Je pense que la prise de parole du président de la République sur le sujet il y a quelques années a aidé beaucoup à libérer la parole autour de cette pathologie. Pour autant, on constate que si beaucoup de personnes en ont entendu parler, très peu savent exactement quelle réalité l'endométriose recouvre, quels en sont les symptômes, comment vivent cette pathologie, ces nombreuses femmes qui en sont atteintes, comment la prendre en charge, etc. Donc c'est notre travail justement de continuer à faire ce travail de sensibilisation et d'explication autour de cette pathologie. Donc ça veut dire qu'encore aujourd'hui, quand vous en parlez autour de vous et que vous dites le mot endométriose, il y a encore beaucoup de personnes finalement qui ne savent pas exactement de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Ah oui, beaucoup de personnes n'ont pas d'idée précise de ce qu'est la pathologie. Ils en ont déjà entendu parler, ils disent oui, ça me dit quelque chose vaguement, il paraît que ça a à voir avec les règles, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'a priori sur la pathologie, beaucoup de clichés, beaucoup d'idées reçues. Par exemple, régulièrement, on associe cette pathologie à une maladie sexuellement transmissible, ce qu'elle n'est pas du tout. Parfois, même, on a l'impression que c'est une pathologie qui donne des douleurs seulement pendant les règles et qui n'est liée qu'aux douleurs de règles, alors que elle recouvre une réalité bien plus complexe. Et donc c'est notre travail justement de dresser un bilan du quotidien d'une femme atteinte d'endométriose. On va imaginer, là il y a une personne qui est en train de vous écouter, il ou elle entend parler d'endométriose pour la première fois de sa vie. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire finalement pour présenter le plus simplement possible cette maladie ? Effectivement, en général, on précise que c'est une maladie donc qui touche, comme vous l'avez dit, une femme sur 10. En réalité, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus sur le terrain, plutôt de l'ordre de 3 femmes sur 10 en âge de procréer. Donc, ce qui fait qu'on en a forcément une dans son entourage. On leur dit également que c'est une maladie gynécologique féminine, inflammatoire, donc qui aura pour principal symptôme la douleur. La douleur pendant les règles, mais la douleur en dehors des règles aussi. Oui. Des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs aussi, des troubles digestifs, des troubles urinaires, une fatigue chronique et parfois même une infertilité. Très concrètement, à quoi il ressemble le quotidien d'une femme qui a l'endométriose, Mégane Rancé? Je vous pose la question en me doutant bien qu'il n'y a pas une seule manière d'être touché par la maladie, mais les choses qui reviennent le plus souvent, c'est quoi dans les handicaps et les difficultés finalement que ça crée au quotidien? Ok. Alors en fait, effectivement, comme vous le dites, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes qui souffrent d'endométriose. Donc véritablement, la maladie ne va pas forcément s'exprimer de la même façon chez tout le monde. Pour autant, on a des choses qui reviennent. Donc principalement, c'est la douleur. Oui. La douleur et la douleur qui ne doit pas se voir des autres. Donc c'est une douleur qui est souvent tue. Une douleur taboue aussi, donc on fait semblant d'aller bien au quotidien, on va au travail, on fait tout ce qu'on a à faire dans la journée, mais en assumant sa douleur.
Donc ça va être beaucoup de fatigue, un sentiment d'impuissance aussi, d'isolement, parce que c'est une maladie très taboue, l'endométriose, hein. Elle est pas très sexy, c'est une maladie qui mêle plusieurs tabous à la fois. Ce sont des règles, donc du sang lié à l'organe féminin, avec une infertilité, des problèmes de sexualité, bref, avec toutes les idées reçues qu'il y a derrière. Parfois, certains, comme je vous disais, pensent que c'est une maladie sexuellement transmissible et on n'en parle pas facilement. Donc du coup, la femme qui vit avec une endométriose, donc vit avec sa douleur, mais aussi avec le poids de la maladie, parce qu'elle ne peut pas en parler, elle ne se sent pas libre au quotidien en fait avec cette pathologie. Et c'est pour ça qu'on parle de maladie invisible mais aussi invisibilisée, parce que finalement on a du mal aussi à le dire et à l'assumer devant son entourage de manière générale. Exactement, c'est vrai qu'on imagine très mal le dire à un repas de famille. Vous savez, la famille, bah écoutez, moi, j'ai mal pendant mes règles, etc. C'est pas un sujet qu'on amène facilement. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que le travail des associations, c'est de libérer la parole, de montrer aux femmes qu'on peut parler d'endométriose, on peut dire qu'on a mal, on peut dire qu'on a des règles parce qu'on en a, et on peut en fait vraiment assumer cette pathologie qui est déjà si lourde au quotidien en termes de symptômes. Pour qu'on se rajoute cette couche de honte, de tabou et d'isolement. Et puis c'est ce que vous me disiez aussi avant d'entrer en studio, qu'il y a l'aspect guyanais entre mille guillemets du problème. Voilà, le fait qu'une femme, quand on est une femme guyanaise, l'image de la femme forte qui ne doit pas parler de ses problèmes est restée la plus puissante possible. Ça peut aussi venir handicaper toutes ces patientes-là. Exactement, le fameux mythe de la femme jock, c'est-à-dire que je suis une femme, je dois assumer mes responsabilités, je ne dois pas montrer que j'ai mal, je ne dois pas montrer que je suis faible. Et donc effectivement, beaucoup de femmes souffrent en silence, assument leurs responsabilités de maman, de chef d'entreprise, d'employé, etc., de tout leur rôle au quotidien finalement, sans en parler, parce qu'elles n'ont pas le droit d'être fatiguées, elles n'ont pas le droit d'être endolories, elles n'ont pas le droit d'abandonner en fait. La situation actuelle, on va dire, concernant l'endométriose sur le territoire, la Mégane Rancé en ce moment, c'est quoi? On a donné je me souviens il y a quelques années quand votre association avait été créée, on nous expliquait qu'on n'avait pas beaucoup de chiffres sur la situation guyanaise. On donnait tout le temps les chiffres nationaux, donc ce fameux une femme diagnostiquée sur 10 partout en France. Est-ce que voilà, 2-3 ans plus tard, est-ce que voilà, vous avez un regard un petit peu plus précis sur la situation des femmes guyanaises? Alors, c'est vrai que ce qui a aidé beaucoup, c'est que en 2020, effectivement, on a eu la stratégie nationale de lutte et de prévention contre l'endométriose. Et à l'heure actuelle, donc, on a une filière endométriose qui est une structure obligatoire en vertu de cette stratégie, qui est en train de naître en Guyane, dont on se félicite et on est très heureuse de contribuer aux côtés de différents acteurs à cette création. Et c'est vrai que à travers la création de cette filière, on sera en mesure de recenser les femmes atteintes sur le territoire, on l'espère, pour pouvoir adapter la prise en charge. Adapter la prise en charge à la fois au nombre de femmes qui en souffrent, mais également aux spécificités du territoire, comme je vous le disais. Surtout en Guyane, nous sommes une terre avec vraiment une diversité ethnique et il faut prendre en considération les spécificités de chacun pour pouvoir accompagner au mieux ces femmes qui souffrent dans leur pathologie. Et en fonction de sa culture, de sa communauté, évidemment, les problèmes ne sont pas forcément les mêmes. Cette filière endométriose, elle changerait quoi concrètement? Et on parle d'une mise en place d'ici combien de temps? Alors, à l'heure où je vous parle, c'est une création qui est vraiment dans les tuyaux. On est encore au stade de création de la filière associative, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est vraiment, faut voir ça comme un regroupement d'acteurs intéressés par cette problématique qu'est l'endométriose, qui vont travailler ensemble à mettre en place, à réduire le délai diagnostique sur le territoire, mais également à mettre en place un véritable parcours de soins pour ces femmes qui sont dans l'attente d'un diagnostic ou d'une aide pour pouvoir être prises en charge au mieux. Parce qu'aujourd'hui, même si les choses existent, il y a vraiment, né de la volonté de certaines personnes et notamment de certains professionnels de santé, il y a vraiment des structures, des parcours qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément systématiques, qui sont pas forcément à la portée de toutes.
Et vraiment, l'objectif de cette filière, c'est de le structurer et de permettre à toutes d'accéder à un vrai parcours endométriose en Guyane, en collaboration avec plusieurs partenaires. Et donc de pouvoir faire le lien finalement entre eux et le monde associatif, comme avec votre association, mais aussi le monde médical, pour que tout le monde puisse véritablement discuter et se parler. Vous avez parlé de diagnostic il y a quelques secondes, Mégane Rancé. Est-ce qu'on est toujours sur ces 7 ans d'attente pour qu'une femme puisse enfin avoir un diagnostic, ou bien ce délai il est en train un petit peu de se réduire? Alors, on est quand même sur un délai de 7 à 10 ans. Maintenant, c'est vrai que de par les actions de sensibilisation, d'information, de prévention, c'est aussi le but d'aller sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent aller consulter, en parler à leurs médecins, qui eux sont davantage, de plus en plus en tout cas, tendent à être formés, ou en tout cas au courant de l'existence de la pathologie, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et du coup, ça permet de réduire un peu ce délai au fur et à mesure, mais ce délai est encore trop long, parfois par méconnaissance ou par manque de qualification des professionnels qui les reçoivent. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il faut avoir en tête que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, ce fameux endotest, qui va venir révolutionner... paraît-il, ce diagnostic. Un test salivaire, c'est bien ça, pour faciliter les choses. Voilà, qui va réduire ce délai, grosso modo, à une quinzaine de jours, mais qui sera pour le moment réservé, le remboursement sera réservé à quelques poignées de femmes. Donc, c'est une demi-victoire, quelque part, parce que, pour certaines femmes, ça sera peut-être un peu moins long, mais c'est vrai qu'on se désole quand même que ça ne soit réservé qu'à une faible partie. Quand on parle d'errance diagnostique et qu'on ne connaît pas forcément le sujet, on a l'impression que c'est une maladie qui est difficile à trouver, à diagnostiquer. Mais concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps quand vous regardez les témoignages des femmes qui peuvent venir voir votre association? Qu'est-ce qu'elle vous rapporte? Pourquoi ça prend autant de temps? Alors déjà, il faut tomber sur la personne qui va vous orienter vers le professionnel qui sait de quoi il parle. Ensuite, il faut avoir il faut avoir tout le package diagnostic qui va bien, donc échographie, IRM, le cas échéant. Et il faut que la personne qui prend ces clichés-là, échographie, IRM, soit formée et donc sache quoi capter. Oui, ils se disent c'est peut-être l'endométriose. Voilà, ça veut dire que si on n'a même pas cette idée-là, évidemment, on trouvera rien. Exactement. On ne sait pas où chercher, on ne sait pas quoi chercher. Et donc, une fois que le gynécologue derrière reçoit les clichés, en fait, c'est mal pris ou on voit rien. Donc, effectivement, et parfois, je le précise, une endométriose, c'est de la taille d'une tête d'épingle. Donc, je peux ne pas l'avoir du tout et elle peut me causer toutes les douleurs du monde. Donc, ça ne veut rien dire. La quantité d'endométriose ne fait pas la douleur. Et effectivement, donc, soit la personne n'est pas formée, soit du coup elle-même, elle est pas suffisamment informée quant à l'existence de cette pathologie. Nous, on a vu souvent dans l'association des femmes venir nous voir lorsqu'on a commencé en nous disant non, moi j'ai mal, mais un petit peu, je suis pas concernée, etc. Et qui reviennent 3 ans après pour nous dire bon, vous savez, je viens d'être diagnostiquée, etc. Donc finalement, et en fait c'est ça aussi, c'est parce que les femmes ont aussi tendance à minimiser leur douleur. Elles ont l'impression que pour avoir de l'endométriose, il faut avoir un quotidien catastrophique, faut se rouler par terre tout le temps. Alors que, comme je vous ai dit, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes qui en souffrent, et il y a même des endométrioses qui sont asymptomatiques, ça c'est le piège, et qui vont se révéler, par exemple, lorsque je vais essayer d'avoir un enfant, ou lorsque tout simplement je vais faire une échographie de routine. Oui, on en revient à ce qu'on avait déjà dit, voilà, il n'y a pas une seule manière finalement d'avoir l'endométriose. En faisant mes recherches un petit peu, je me suis rendu compte, qu'en fait les femmes se sont un petit peu organisées de manière parallèle, rien que sur Internet, le nombre de blogs, de pages Facebook, de groupes de parole, de sites aussi qui font de la vulgarisation scientifique, il y en a un nombre considérable. Ça m'a fait un petit peu penser, et c'est ce qu'on se disait juste avant d'entrer en studio, que voilà, ça me faisait penser aux personnes atteintes du sida dans les années 90. On se retrouve face à une maladie qui est méprisée, ou en tout cas méconnue par la médecine de manière générale, donc on s'organise autrement. Est-ce que vous constatez finalement cette organisation parallèle-là, Mégane Rancé? Oui, et ça, c'est ce qui démontre encore que ces femmes sont des femmes exceptionnelles, parce que incomprises et
impuissantes à l'époque, Oui. il y a un moment où elles se sont dit mais non, on a besoin d'aide, on en a marre de se sentir seul et on va en fait se fédérer entre nous et s'entraider. Elles ont trouvé en fait cette première écoute entre sœurs, certaines s'appellent endo-girls, endo-warriors, etc. J'en ai moi-même fait partie il y a 10 ans même, quand j'ai été diagnostiquée. J'ai rejoint des groupes de pairs sur Paris et ça m'a fait le plus grand bien parce que déjà la femme qui souffre d'endométriose, elle a besoin de ce réconfort. Elle n'est pas seule. Et en fait, la difficulté aujourd'hui encore qui persiste, c'est que souvent vous allez chez le gynécologue, il vous dit voilà, vous êtes atteinte d'endométriose, d'adénomiose, bref, de ces pathologies associées. Et en fait, vous rentrez chez vous avec le diagnostic. Et puis, il se passe quoi après ? Qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique dans cette pathologie. Et comme je vous l'ai dit, elle est lourde de conséquences. On peut avoir des difficultés dans son couple avec une endométriose parce qu'on a une infertilité, comme je vous disais, des difficultés à avoir des rapports sexuels, on est fatigué. Il y a des femmes qui perdent des enfants, qui n'arrivent pas à aller au bout d'une grossesse ou qui n'en ont pas du tout. Et tout ça, ça n'est pas sans impact dans la vie quotidienne. Donc elles ont besoin de se parler pour pouvoir s'entraider. Et c'est là leur force. Oui, et ce qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, aussi difficile à gérer, c'est l'incapacité aussi à prédire une crise. En fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, effectivement, et comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'endométriose, c'est seulement des douleurs pendant les règles. Ouais. C'est faux. Chez certaines femmes, oui, elle va se manifester comme ça, mais chez d'autres, en fait, ça peut être une douleur à tout moment. La douleur n'avertit pas quand elle arrive et elle peut venir pendant 15 minutes comme durer 2 heures, 3 heures et amener beaucoup de femmes au service, aux urgences gynécologiques pour être prises en charge rapidement. Donc non, elle ne prévient pas. Et est-ce qu'on se met finalement petit à petit à craindre les crises, même quand on va bien et qu'on n'a pas de douleur à un moment bien précis? On se dit, bah voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment, donc il faut que... En fait, ça finit par polluer un petit peu notre esprit. Oui, et c'est le ressenti de beaucoup de femmes qui, après coup, tentent de dire, voilà, je ne suis pas ma maladie, je suis plus forte que ça. C'est parce que au début, vous vivez dans la peur, dans la peur que ça arrive à n'importe quel moment. Vous faites un excès, j'ai envie de dire, d'anticipation. Bon, je vais venir avec tant de trucs, je vais mettre ça, je vais prendre ma bouillotte, je vais prendre mes cachets. Souvent, on se dit, nous, on deal, en fait, quelque part avec nos médicaments parce que on est amené à tout prévoir à l'avance pour éviter d'être dans le mal devant les autres. Vous avez parlé il y a quelques minutes des difficultés dans son couple, dans la sexualité. J'aimerais aussi qu'on s'arrête sur un point bien précis, c'est ce qui se passe au niveau professionnel. Il y a énormément de femmes qui expliquent combien c'est difficile de travailler. Votre regard sur la situation actuelle, c'est quoi? Est-ce que les employeurs déjà connaissent suffisamment bien l'endométriose? Alors, à notre sens, pas assez. Vraiment, et c'est notre travail et c'est une invitation à tous les employeurs de nous solliciter pour intervenir dans les entreprises, dans les administrations, pour diffuser l'information autour déjà des maladies invisibles et ensuite de l'endométriose spécifiquement parce que on n'en parle pas assez et nous, vraiment, on a besoin de diffuser cette culture de la bienveillance autour des femmes parce que une maladie que je ne vois pas, je ne la maîtrise pas, mais je ne peux pas me permettre de juger mes collègues qui sont absents. Je ne sais pas quelle est la réalité que ça cache derrière. Donc vraiment, développer la bienveillance professionnelle et en parler davantage, amener les employeurs aussi à mettre en place des dispositifs. Vous avez par exemple I Love Mobile Guyane qui a mis en place les congés menstruels. Donc c'est quasiment une première sur le territoire et on s'en félicite. Donc une fois par mois, lorsque vous avez un diagnostic de posé, vous pouvez avoir droit entre guillemets à un congé. C'est super important parce que combien de femmes entre guillemets dépensent leur temps de repos en congé menstruel qui ne dit pas son nom en fait. Donc ça fait quand même 12 jours dans l'année qu'elles prennent parce qu'elles sont fatiguées en fait et qu'elles sont malades. Donc ça n'est pas neutre. Justement sur cet aspect-là, sur l'arrêt menstruel, il y a quelques semaines, il y a la sénatrice Laurence Rossignol qui a voulu défendre cet arrêt menstruel pour les raisons que vous venez de nous préciser. Tant qu'il n'y en aura pas à l'échelle nationale et que ce soit finalement possible à n'importe quelle femme de pouvoir en bénéficier, il y aura toujours des difficultés dans le monde du travail parce que on sera obligé de poser un jour de congé, du coup de rogner un petit peu sur ses vacances parce que on est juste en incapacité de travailler. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur derrière parce que on parle d'abus, on parle de femmes qui vont poser des congés comme ça, etc. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière ? Il y a une vraie pathologie. On prend pas des congés de confort.
Combien de femmes arrivent au travail avec une bouillotte, avec une couverture, avec des médicaments très forts et sont là sans être là? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner le droit de quelque part de vivre leur douleur dignement chez elles, allongées dans leur confort? Parce que c'est ça, c'est cette réalité. Donc, sous prétexte qu'il y en aurait qui abuseraient du système, on va priver de nombreuses femmes qui sont vraiment dans la douleur. C'est inadmissible à mon sens. Je pense que, et j'invite les entreprises à expérimenter. Et dans les faits, on nous rapporte que quelque part, il n'y a pas tant de femmes que ça qui les utilisent. Ouais. Donc pourquoi pas essayer en fait, et là être précurseur franchement. On a parlé tout à l'heure des errances pour le diagnostic, ensuite du quotidien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on est diagnostiqué dans ce fameux parcours de soins dont vous avez parlé? C'est quel genre d'accompagnement? Qu'est-ce qui est fait au quotidien pour les femmes touchées par l'endométriose? Alors j'ai envie de dire, vous savez, l'endométriose c'est une maladie dont on ne guérit pas. Ouais, c'est important de le dire. Donc ça, c'est important de le rappeler. On vit avec. On vit avec ces symptômes. Et aujourd'hui, vraiment, la prise en charge de l'endométriose, ça va être trouver le bon traitement qui va permettre à la femme de moins ressentir les effets. Le bon traitement, c'est un médication? C'est un traitement médicamenteux en première intention. Grosso modo, c'est une pilule en continu qu'on va prendre. Okay. Donc on va bloquer le phénomène des règles puisque l'endométriose apparaîtrait avec celui-ci. Sinon, on va mettre sous ménopause artificielle avec une injection. Pareil, avec beaucoup d'effets secondaires. Et puis, selon les femmes, mais parfois ça délivre vraiment les femmes, donc elles sont prêtes à en payer le prix. Et puis après, sinon, en dernière intention, on va faire une chirurgie. Oui. Pour pouvoir quelque part nettoyer la femme atteinte d'endométriose, mais sans garantie derrière que la douleur disparaîtra en fait. Donc voilà les moyens de soigner, entre guillemets, d'accompagner la pathologie, et puis avec des médicaments pour gérer la douleur au quotidien, donc des antalgiques, des anti-inflammatoires, etc. On a parlé de sensibilisation, notamment du grand public tout à l'heure, mais il y a aussi et surtout celle de la communauté médicale dans son ensemble. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites au niveau d'Endo Amazon en termes de formation, de sensibilisation, pour que les médecins, les infirmières, les sages-femmes soient les plus éveillés, on va dire, sur la question de l'endométriose? Alors, ça me permettra de vous parler de notre actualité qui est très dense à la fin du mois. Effectivement, en lien avec le centre hospitalier de Cayenne, la CPTS, le Sora Optimis, le réseau Périnate, on a monté des formations avec des médecins experts qui nous viennent de la PHP et qui vont le jeudi 21, donc pour les sages-femmes et les médecins généralistes, dispenser une formation auprès de ces médecins-là. Et puis le vendredi 22 au matin auprès des infirmières scolaires et des infirmières diplômées d'État tout simplement. Donc ces formations sont gratuites et dispensées par des experts connus dans le domaine. Donc vraiment, on essaie de mettre en place ces formations parce qu'elles sont essentielles pour améliorer le délai. Dernière question en quelques secondes, Mégane Rancé. Là, s'il y a des personnes qui vous écoutent, qui soit sont concernées directement, soit qui pourraient connaître des proches qui pourraient, encore une fois, au conditionnel avoir l'endométriose, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Et surtout, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors déjà, je leur conseille de venir à nos différents événements à la fin du mois. On a un ciné-débat gratuit le 22 à l'Eldorado. Oui. Et le 23, on a notre grand événement, le Village Endo, qui va se dérouler au Grand Hôtel Montabo. Il va s'ouvrir avec une marche et il va se terminer aussi au Mercure Royal Amazonia en collaboration avec le Rotaract, avec un gala. Donc on les attend. On les attend. Osez parler d'endométriose, on l'a bien compris. Merci beaucoup Mégane Rancé d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes la vice-présidente de l'association Endo Amazon. Merci encore, très bonne journée.